L'année dernière, les Américains ont dépensé plus de 2 milliards de dollars en jardinières surélevées. Le jardinier amateur moyen dépense entre 300 et 650 dollars rien que pour remplir un seul bac de 122 sur 244 cm avec du bois, de la terre et des amendements. Puis chaque printemps, il dépense encore 100 dollars ou plus en engrais, encore 50 dollars en fourniture d'irrigation et au bout de 5 ou 6 ans, le bois pourrit et il recommence tout depuis le début. Et si je vous disais qu'il existe une méthode qui ne coûte rien, produit de plus grosses récoltes, s'arrose toute seule, se fertilise toute seule et devient plus productive chaque année pendant les 20 prochaines années? Et si je vous disais que cette méthode n'est pas nouvelle? Elle est ancienne, elle a été éprouvée à travers les siècles et les continents. La seule raison pour laquelle vous n'en avez jamais entendu parler, c'est qu'il n'y a rien à vendre. Voici l'histoire du jardin en Z qui rend les jardinières surélevées obsolètes et pourquoi toute l'industrie du jardinage a une raison financière de s'assurer que vous ne le découvriez jamais. Pour comprendre ce que nous avons perdu, il faut remonter non pas à un laboratoire, non pas à une université, mais au jardin d'une grand-mère en Allemagne. En 1962, un botaniste allemand nommé Hermann Andra publia un petit livret de jardinage qui allait tout changer en silence. Il y décrivait une technique qu'il appelait Hügelkultur, ce qui signifie culture en butte ou culture en colline. Mais Andra n'inventait rien de nouveau, il documentait quelque chose qu'il avait observé enfant dans le jardin de sa grand-mère. Elle avait un tas de vieux débris de bois dans un coin de sa cour, et les plantes qui poussaient dans et autour de ce tas étaient extraordinaires. Elles étaient plus hautes, plus vertes et plus productives que tout le reste de la propriété. Ce qui fascinait Andra, c'est que personne n'arrosait ce tas, personne ne le fertilisait, personne ne s'en occupait du tout. Il poussait simplement, sauvage et abondant, année après année. Andra réalisa qu'il observait un principe que les fermiers médiévaux à travers l'Allemagne et l'Europe de l'Est avaient pratiqué pendant des siècles. Ils ramassaient les arbres tombés, les branches mortes et les déchets organiques. Ils les empilaient en longues buttes, les recouvraient de la terre qu'ils avaient sous la main et plantaient directement dans la surface. Ces fermiers n'avaient pas de diplôme, ils avaient le ventre vide et de mauvaises terres. Par pure nécessité, ils découvrirent quelque chose que la science moderne commence seulement à confirmer. Ces buttes s'amélioraient avec le temps. Les récoltes augmentaient chaque année, tandis que le travail diminuait. La terre s'assombrissait et s'approfondissait. Les plantes devenaient plus vigoureuses et les jardins n'avaient plus jamais besoin d'arrosage après les 2 premières saisons. Ces fermiers avaient accidentellement reproduit l'un des systèmes les plus puissants de la nature. C'est exactement ce qui se passe sur le sol d'une forêt. Chaque forêt sur Terre repose sur une fondation de bois en décomposition. Quand un arbre tombe, il ne disparaît pas. Il devient ce que les écologistes appellent un tronc nourricier, un tronc en décomposition qui devient l'une des surfaces de croissance les plus fertiles du monde naturel. Promenez-vous dans n'importe quelle forêt ancienne du nord-ouest du Pacifique et vous verrez des fougères, des mousses et même des arbres de taille adulte poussant directement sur des troncs tombés. La forêt fait fonctionner ce système exact depuis 300 millions d'années. Les fermiers médiévaux n'ont pas inventé la Hügelkultur. Ils ont copié la forêt et ils l'ont fait délibérément. Mais la technique n'a jamais eu de nom de marque, jamais eu de sponsor corporatif et jamais eu de budget marketing. Elle ne s'est propagée que par le bouche à oreille, de village en village, de génération en génération. Quand le XXe siècle est arrivé avec ses tracteurs, ses engrais chimiques et ses jardineries à chaque coin de rue, le bouche à oreille n'a pas suffi. Maintenant, c'est ici que l'histoire devient dramatique. Un homme a pris cette technique oubliée et l'a poussée si loin que le gouvernement a essayé de le détruire pour cela. Sepp Holzer est né en 1942 à Ramingstein, en Autriche. En 1962, la même année où Andra publia son livret, Holzer reprit la ferme familiale, le Krametterhof. Perché sur un flanc de montagne escarpé à plus de 1200 mètres d'altitude, c'était une terre dont ses voisins pouvaient à peine tirer de l'herbe. Les hivers étaient brutaux, descendant bien en dessous de -20 degrés Celsius. Le sol était mince. La saison de croissance était douloureusement courte. Chaque voisin suivait les mêmes règles. Des champs plats, des rangées droites, des cultures approuvées par le gouvernement.
Holzer regarda ces règles et décida qu'elles étaient fausses. Au lieu d'aplanir ses pentes, il construisit des terrasses. Au lieu de brûler ses arbres tombés comme tout le monde, il les enterra. Il empila des troncs et des branches en butte massive, les recouvrit de terre et planta directement dans la surface, exactement comme ces fermiers médiévaux l'avaient fait des siècles auparavant. Puis il fit quelque chose qui aurait dû être impossible. Il planta des agrumes, des citronniers, des kiwis et des figuiers sur un flanc de montagne autrichien où la température descend régulièrement à -20 degrés Celsius. Le gouvernement le remarqua. Des inspecteurs arrivèrent avec des bloc-notes et des amendes. Ils mesurèrent ces terrasses. Ils documentèrent ces étangs non autorisés. Ils émirent violation après violation, parfois des dizaines en une seule année. En 1986, après de fortes pluies, les autorités l'accusèrent d'avoir créé des structures illégales de rétention d'eau. Il paya l'amende et fit appel, arguant que ces étangs et ces terrasses empêchaient en réalité les inondations dont il s'inquiétait. En 1989, la pression atteignit son paroxysme. Le Conseil agricole menaça de saisir entièrement sa ferme. Ils le menacèrent de prison. La réponse de Holzer fut simple et dévastatrice. Il les invita à venir voir ses rendements. Ce qu'ils trouvèrent était impossible à expliquer. Des citronniers ployant sous le poids de fruits mûrs, leurs feuilles luisantes et vertes sur fond de neige. Des vignes de kiwis grimpant aux côtés d'épicéas alpins. Des raisins mûrissant sur des pentes où les voisins ne pouvaient pas faire pousser de choux. Des figues gonflant dans l'air de la montagne. Sa ferme produisait 10 fois plus de nourriture que n'importe quelle propriété alentour. Pas d'irrigation, pas d'engrais chimiques, pas de terre importée, juste du bois enterré pourrissant tranquillement sous terre, faisant exactement ce que la nature l'avait conçu pour faire. En 1992, après une énième amende pour avoir agrandi un étang, Holzer était devenu connu dans toute l'Autriche comme le fermier le plus amendé du pays. Il portait ce titre avec fierté. Mais le véritable tournant survint en 1995, quand des professeurs et des étudiants de l'Université des ressources naturelles et des sciences de la vie de Vienne se rendirent sur son flanc de montagne. Ils arrivèrent sceptiques. En quelques jours, ils certifièrent que le Krameterhof remplissait tous les critères de la permaculture de manière exemplaire. Le professeur principal, le docteur Bernd Lötsch, décrivit plus tard la ferme de Holzer comme contenant tous les principes de réussite des véritables écosystèmes sauvages. Le chaos apparent de niche écologique derrière lequel un ordre vivant est dissimulé. Aujourd'hui, l'ancienne ferme de Holzer s'étend sur 50 hectares, avec 70 étangs. Il la gère avec seulement 2 personnes. Il utilise des cochons pour labourer de nouveaux parterres, en jetant du maïs sur le sol là où il veut que ce soit retourné. Quelques jours plus tard, les cochons ont fait le travail d'un tracteur et ils ont fertilisé le sol en même temps. La ferme fonctionne avec pratiquement 0 intrant extérieur. Même Reinhold Messner, le légendaire alpiniste, a qualifié le travail de Holzer de preuve qu'il existe une autre voie au-delà des monocultures et de l'agriculture industrielle. Mais Holzer ne faisait pas de magie. Il exploitait un processus qui se produit sur chaque sol forestier de la Terre. Et quand vous comprenez la science qui se cache derrière, vous ne regarderez plus jamais un arbre tomber de la même façon. Entrez dans n'importe quelle forêt ancienne et regardez le sol. Vous verrez des troncs tomber à chaque stade de décomposition. De la mousse poussant à la surface, des fougères jaillissant des fissures, des semis émergeant du bois en décomposition lui-même. Les forestiers ont un nom pour ces troncs en décomposition. Ils les appellent des troncs nourriciers. Un tronc nourricier est l'un des environnements de croissance les plus productifs du monde naturel. Voici pourquoi. Quand le bois commence à pourrir, quelque chose de remarquable se produit à l'intérieur de sa structure cellulaire. Les parois cellulaires du bois sont composées principalement de lignine, un polymère organique complexe qui forme un labyrinthe de minuscules pores et tunnels. À mesure que les champignons et les bactéries décomposent la lignine, ces passages s'élargissent. Le bois devient de plus en plus poreux et il commence à se comporter comme une éponge. La lignine se décompose et la structure change d'une manière qui retient l'eau, pas une éponge métaphorique, une véritable éponge physique qui absorbe et retient l'eau en quantité qui semble presque impossible.
En laboratoire, des troncs de pin fortement décomposés ont absorbé une quantité d'eau égale à 500% de leur poids sec. Réfléchissez-y un instant. Un morceau de pain en décomposition de 5 kg peut retenir 25 kg d'eau à l'intérieur de sa structure. Le chêne, qui se décompose plus lentement, double ou triple tout de même sa masse avec l'humidité absorbée. C'est un véritable effet éponge mesurable. Maintenant, enterrez ce bois sous terre, empilez de la terre par-dessus et plantez dedans. Ce que vous venez de créer est un réservoir invisible sous votre jardin. Quand il pleut, le bois enterré absorbe l'eau comme une éponge, la stockant en profondeur dans la butte, là où le soleil et le vent ne peuvent pas l'atteindre. Pendant les périodes sèches, cette eau stockée remonte par capillarité, apportant l'humidité directement aux racines de vos plantes exactement quand elles en ont le plus besoin. Cela crée un réservoir caché et fiable sous vos parterres. Les mesures de terrain racontent l'histoire. En plein mois de juillet, quand le sol du jardin environnant se craquelle et s'assèche au point où vous traînez des tuyaux d'arrosage tous les jours, les sondes d'humidité enfoncées dans le cœur d'une butte de hugelkultur affichent régulièrement 40 à 60% d'humidité du sol. Ce sont des niveaux d'humidité printaniers en plein cœur de l'été. 40 à 60% en plein juillet, c'est une différence spectaculaire. Une institutrice à la retraite dans le nord-ouest du Pacifique a construit son premier parterre de hugelkultur avec des troncs d'érable à grandes feuilles tombés lors d'une tempête. Elle a comblé chaque interstice avec des tontes de gazon et a recouvert le tout de terre. Dès le deuxième printemps, elle a enroulé son tuyau d'arrosage et l'a rangé dans la remise. Elle ne l'a pas utilisé depuis. Sa facture d'eau a chuté si dramatiquement que la ville lui a envoyé un avis demandant si son compteur était en panne. Sa facture d'eau a suffisamment baissé pour déclencher une enquête. C'est la première chose que votre jardinière surélevée ne peut pas faire. Une jardinière surélevée traditionnelle est essentiellement une boîte en bois remplie de terre, achetée, posée sur le sol. Elle n'a absolument aucun mécanisme interne de stockage d'eau. Elle se draine par le bas et sèche par le haut, ce qui signifie que vous êtes sur un tapis roulant d'arrosage constant du jour où vous plantez jusqu'au jour où vous récoltez. Chaque saison, année après année, une jardinière surélevée ne peut pas reproduire ce stockage souterrain. Mais l'eau n'est que le début de ce que le bois enterré accomplit, seulement le début. Dès que vous empilez de la terre sur ses troncs et que l'humidité s'infiltre, la butte devient un moteur vivant. Les champignons et les bactéries envahissent le bois humide, décomposant la lignine et la cellulose. Et ce processus de décomposition est exothermique. Il génère de la chaleur. Cette activité biologique crée de la tiédeur sous la surface. La chaleur de la décomposition est un effet réel et utile. Le cœur d'une butte de hugelkultur peut être de plusieurs degrés plus chaud que le sol environnant. Ce n'est pas juste une curiosité. C'est un véritable avantage pour la culture. Au printemps, quand le jardin plat de votre voisin est encore froid et gorgé d'eau, vos parterres en butte sont déjà chauds. Les graines germent plus tôt, les plants repiqués s'établissent plus vite. En automne, quand le premier gel tue les cultures fragiles dans les parterres plats, cette chaleur résiduelle venue d'en dessous offre à vos tomates et poivrons des semaines supplémentaires de production. Holzer a utilisé cet avantage thermique pour cultiver des plantes subtropicales à 1200 mètres d'altitude dans les Alpes autrichiennes. Vous pouvez l'utiliser pour prolonger votre saison de culture d'un mois ou plus dans presque n'importe quel climat. C'est un véritable avantage pour la culture. Et c'est ici que nous devons parler de quelque chose qui va changer votre façon de penser le sol pour toujours. Changer votre façon de voir le sol sous votre jardin commence par comprendre ces troncs nourriciers vivants, qui retiennent l'eau et génèrent de la chaleur. En 1997, l'écologue Suzanne Simard de l'Université de la Colombie-Britannique fit une découverte qui réécrivit les manuels sur le fonctionnement des forêts. Elle découvrit que sous le sol forestier, les arbres sont connectés les uns aux autres par un vaste réseau souterrain de champignons. Ces filaments fongiques, appelés mycélium, tissent à travers le sol, enveloppant et pénétrant les racines des arbres, formant ce que les scientifiques appellent des réseaux mycorhiziens. Une cuillère à café de sol forestier sain contient plusieurs kilomètres de ces filaments fongiques. La presse l'a appelé
l'Internet des bois. Et ce qu'il fait est extraordinaire. À travers ce réseau fongique, les arbres partagent de l'eau, du carbone, de l'azote, du phosphore et même des signaux chimiques d'alerte. Un arbre attaqué par des insectes peut envoyer un message chimique à travers le réseau, poussant les arbres voisins à activer leur défense avant que la menace n'arrive. Les vieux arbres, appelés arbres mères, utilisent le réseau pour envoyer des nutriments aux jeunes pousses en difficulté sous leur ombre. La forêt n'est pas une collection d'individus en compétition. C'est un super organisme coopératif connecté par les champignons. Quand vous enterrez du bois dans une butte de hugelkultur, vous créez les conditions exactes pour que ces réseaux fongiques se forment dans votre jardin. Le bois en décomposition devient un échafaudage pour les champignons mycorhiziens. Ces champignons colonisent le bois, se propagent dans le sol environnant et se connectent aux racines de vos plantes. Soudain, vos plants de tomates ne se nourrissent plus seulement des nutriments dans le sol immédiatement autour de leurs racines. Ils sont branchés sur un réseau souterrain qui s'étend à travers toute la butte, accédant à l'eau et aux minéraux depuis des endroits que leurs racines ne pourraient jamais physiquement atteindre. C'est pourquoi les parterres de hugelkultur deviennent plus productifs avec le temps plutôt que moins. Chaque année, le réseau fongique devient plus complexe, les connexions se multiplient, le cycle des nutriments devient plus efficace. Votre jardin ne fait pas que survivre, il construit une infrastructure souterraine, un internet vivant de champignons qui servira vos plantes pendant des décennies. Aucun sac d'engrais ne fait cela, aucun système d'irrigation goutte à goutte ne fait cela. Aucun kit de jardinière surélevé d'un magasin de jardinage ne peut même s'en approcher. Maintenant, je dois m'attaquer au plus grand mythe du jardinage. Pendant des décennies, les forums de jardinage, les services de vulgarisation agricole et même les brochures universitaires ont répété le même avertissement. N'enterrez pas de bois dans votre jardin. Ils disent que le bois est riche en carbone. Ils disent que lorsqu'un matériau riche en carbone se décompose dans le sol, les bactéries volent l'azote de vos plantes pour alimenter le processus de décomposition. Ils disent que vos cultures jauniront, que vos rendements s'effondreront et que votre jardin échouera. Cela semble scientifique, cela semble logique, et c'est faux. Un projet de recherche de l'Université du Wisconsin a testé cette affirmation directement. Ils ont construit des parterres de hugelkultur et des parterres témoins côte à côte et ont mesuré les niveaux d'azote tout au long de la saison de culture. Les résultats étaient clairs. Non seulement les parterres de hugelkultur n'ont pas souffert de carences en azote, mais ils ont en fait montré des niveaux d'azote plus élevés que les parcelles témoins. L'explication réside dans la biologie de la décomposition. Les petites particules de bois comme la sciure et les copeaux fins sont décomposées principalement par des bactéries. Et oui, les bactéries sont inefficaces avec l'azote. Elles en consomment effectivement pendant la décomposition. Mais les gros morceaux de bois, les troncs et les branches utilisés dans la hugelkultur sont décomposés principalement par des champignons. Et les champignons sont fondamentalement différents. Ils sont efficaces avec l'azote. Ils n'appauvrissent pas le sol. Ils recyclent et redistribuent l'azote à travers leur réseau. Le mythe de l'azote était basé sur un phénomène réel, la décomposition bactérienne de fines particules de bois, appliquée incorrectement à une situation complètement différente, la décomposition fongique de gros troncs. C'était une incompréhension de la biologie du sol qui a été répétée si souvent qu'elle est devenue une vérité acceptée. Et elle a empêché d'innombrables jardiniers d'essayer la seule méthode qui aurait rendu tous les autres investissements dans leur jardin inutiles. Une étude de 2024, examinant des sites de permaculture utilisant ces méthodes de bois enterré, a confirmé le tableau d'ensemble. Les stocks de carbone du sol étaient 27% plus élevés que dans les champs témoins. La densité apparente du sol était 20% plus faible, rendant le sol plus meuble et plus aéré pour les racines. L'abondance de vers de terre était 201% plus élevée. Le sol sous une butte de hugelkultur n'est pas juste de la terre, c'est un écosystème vivant qui s'intensifie avec chaque année qui passe. Alors laissez-moi vous montrer exactement comment en construire une. Et je vais vous dire les erreurs qui vous saboteront si vous ne les évitez pas, parce que personne d'autre ne semble parler de cette partie. Commencez par choisir votre emplacement. Le plein soleil est idéal pour la plupart des légumes. Vous n'avez pas besoin de creuser une tranchée, mais si vous le souhaitez, descendre d'environ 30 cm vous donne une profondeur supplémentaire pour la butte et aide au contact avec l'humidité.
Vous pouvez aussi construire directement sur l'herbe ou le sol existant. Posez d'abord une couche de carton pour étouffer les mauvaises herbes. Maintenant la fondation, c'est la couche la plus importante. Vous voulez les troncs les plus gros, les plus vieux et les plus pourris que vous puissiez trouver. Les bois durs sont les meilleurs. Le chêne, l'érable, le pommier, le bouleau et le peuplier fonctionnent tous bien. Plus le bois est déjà décomposé, plus vite votre butte commencera à fonctionner. Si le bois est spongieux et mou, que vous pouvez l'émietter avec vos mains, c'est parfait. Si vous n'avez que du bois fraîchement coupé, cela fonctionnera quand même, mais votre butte mettra plus de temps à s'activer et aura besoin de plus de supplémentation en azote la première année. Voici la règle essentielle, n'utilisez jamais de cèdre. Le cèdre contient des conservateurs naturels qui résistent à la décomposition et peuvent inhiber la croissance des plantes. N'utilisez jamais de noyer noir ni de cerisier noir. Les deux contiennent des composés appelés juglaune et acide prussique qui sont toxiques pour de nombreuses plantes potagères. Et n'utilisez absolument jamais de bois traité sous pression, peint ou teinté. Ces produits chimiques s'infiltreront directement dans votre sol et dans votre nourriture. Voici une astuce que la plupart des tutoriels omettent. Les meilleures essences de bois pour la hugelkultur par ordre sont l'aulne, le pommier, le bouleau, le peuplier deltoïde, l'érable, le chêne, le peuplier et le saule sec. Mais voici l'avantage secret. Si vous pouvez obtenir du bois déjà partiellement pourri, mou, spongieux, peut-être couvert de filaments fongiques blancs, ce bois est de l'or. Il a déjà été colonisé par les organismes exacts que vous recherchez. Il donnera un coup de fouet à votre butte de plusieurs mois. Vérifiez après les tempêtes. Demandez aux entreprises d'élagage. Appelez le service des travaux publics de votre municipalité. La plupart des municipalités donnent gratuitement les arbres tombés et les copeaux de bois parce qu'elles payent pour s'en débarrasser. Vous résolvez leurs problèmes tout en construisant votre jardin. Certains jardiniers ont construit des buttes entières sans dépenser un seul centime, en utilisant uniquement des matériaux dont leurs voisins étaient désespérés de se débarrasser. Empilez les troncs bien serrés. Comblez chaque interstice avec des branches et des brindilles plus petites. Ce n'est pas un tas de broussailles lâches. Chaque poche d'air est un futur affaissement qui s'effondrera et engloutira vos plantes. Tassez bien. Maintenant, voici où la plupart des gens font l'erreur qui les transforme en mise en garde sur les forums de jardinage. Après avoir posé le bois, vous devez ajouter une couche riche en azote. Ce n'est pas facultatif. C'est la différence entre le succès et un parterre plein de plantes jaunes, rabougries et misérables. Les tontes de gazon fonctionnent bien. Le fumier frais est excellent. Les épluchures de cuisine, le marc de café, même l'urine humaine si vous le voulez bien. Les microbes qui commencent à décomposer le bois ont besoin d'azote pour alimenter le processus. Si vous sautez cette étape, ils prendront cet azote à vos plantes à la place. Rappelez-vous, ce n'est pas la même chose que le mythe de l'azote que j'ai démystifié plus tôt. Ce mythe dit qu'enterrer du bois vole l'azote de façon permanente. La vérité est qu'il y a une brève période de démarrage où le système a besoin d'un apport d'azote pour lancer le moteur de la décomposition. Une fois que les réseaux fongiques s'établissent, généralement dans la première ou les 2 premières années, la butte devient un producteur net d'azote plutôt qu'un consommateur, mais il faut traverser cette phase de démarrage. Par-dessus la couche d'azote, ajoutez des feuilles, de la paille ou d'autres matières organiques brunes. Puis coiffez l'ensemble de la butte avec 15 à 25 cm de terre végétale ou de compost. C'est votre surface de plantation. Si vous devez acheter quoi que ce soit, cette fine couche de terre végétale pourrait être la seule dépense. Coût total, peut-être 20 à 50 $. Comparez cela à 300 à 650 $ pour une jardinière surélevée. Arrosez bien la butte pendant la première saison de culture, pendant que les racines s'établissent et que le processus de décomposition commence. Plantez des cultures gourmandes la première année. Les courges, les citrouilles, les courgettes, les concombres et les tomates prospèrent tous grâce à la poussée initiale de nutriments et chaleur. La deuxième année, les besoins en arrosage commencent à diminuer considérablement car le cœur de bois commence à absorber et à stocker l'humidité par lui-même. Dès la troisième année, la plupart des jardiniers rapportent qu'ils ont complètement cessé d'irriguer, sauf en cas de sécheresse extrême.
La butte va se tasser et rétrécir avec le temps. C'est normal. C'est le système qui fonctionne exactement comme il le devrait. Vous pouvez ajouter davantage de compost ou de matière organique en surface chaque année si vous le souhaitez, mais ce n'est pas obligatoire. La butte se nourrit elle-même. Laissez-moi vous expliquer exactement ce qui se passe à l'intérieur de votre butte année après année, car c'est cette progression qui rend la hugelkultur véritablement miraculeuse. Première année, le bois est frais. Les bactéries et les champignons commencent à coloniser les bûches. Le processus de décomposition génère une chaleur notable par en dessous. Votre butte est de plusieurs degrés plus chaude que le sol environnant. Vous devez encore arroser, mais moins qu'un lit traditionnel car le bois commence déjà à absorber l'humidité. Les plantes gourmandes comme les courges, les citrouilles et les tomates prospèrent grâce à l'apport initial d'azote provenant de votre couche verte. Deuxième année, les réseaux fongiques sont désormais établis et en pleine croissance. Le cœur de bois absorbe et retient considérablement plus d'eau. La plupart des jardiniers rapportent avoir réduit leur arrosage de moitié ou l'avoir complètement éliminé. Le sol est visiblement plus sombre et plus riche. Les populations de vers de terre explosent car ils sont attirés par le bois humide en décomposition. Chaque tunnel de verre devient un canal permettant à l'air et à l'eau d'atteindre les racines des plantes. Troisième à cinquième année, c'est là que la magie s'accélère. Les réseaux mycorhiziens sont désormais étendus, connectant vos plantes aux sources de nutriments à travers toute la butte. Les analyses de sol à ce stade montrent généralement des niveaux d'azote et de phosphore plus élevés que le sol environnant et non plus bas. La butte s'est tassée d'environ un tiers de sa hauteur initiale, mais la masse restante est dense en activité biologique. La santé et la vigueur des plantes s'améliorent visiblement. La résistance aux maladies augmente car les réseaux fongiques aident les plantes à partager des signaux de défense chimique. Cinquième à dixième année, les bûches d'origine sont désormais fortement décomposées, molles et spongieuses de part en part. Leur capacité de rétention d'eau est à son niveau optimal. La structure du sol est extraordinaire, meuble, friable et grouillante d'organismes. Vous ne pourriez pas obtenir cette qualité de sol même en dépensant 1 000 $ dans une jardinerie. Elle ne peut pas être achetée car elle ne peut être construite que par le temps et la biologie. 10e à 20e année. Les bûches de bois dur se décomposent encore lentement, libèrent encore des nutriments, retiennent encore l'eau. La butte s'est considérablement tassée, mais le sol qu'elle a créé compte parmi les sols de jardin les plus riches sur Terre. Certains praticiens à ce stade construisent simplement une nouvelle butte par-dessus l'ancienne, démarrant un nouveau cycle de 20 ans avec une fondation de sol déjà perfectionnée en dessous. Aucun bac surélevé ne fait cela. Un bac surélevé est à son meilleur le jour où vous le remplissez de terreau acheté en magasin. À partir de ce moment, il ne fait que s'appauvrir. Chaque récolte extrait des nutriments, chaque pluie lessive les minéraux, chaque saison exige de nouveaux apports juste pour maintenir la fertilité de base. Un lit en hugelkultur est à son pire le jour où vous le construisez. À partir de ce moment, il ne fait que s'améliorer. Les trajectoires sont opposées. L'un vous coûte plus chaque année, l'autre vous coûte moins. Une dernière chose que vous devez comprendre à propos de la géométrie. Une butte de hugelkultur n'est pas plate. Elle a des pentes, et ces pentes créent des microclimats. La pente orientée au sud de votre butte reçoit le soleil direct, se réchauffe rapidement et est idéale pour les cultures qui aiment la chaleur, comme les tomates et les poivrons. La pente orientée au nord reste plus fraîche et retient l'humidité plus longtemps. Parfait pour la laitue, les épinards et les herbes aromatiques qui montent en graines avec trop de chaleur. Une seule butte peut accueillir des plantes aux besoins complètement différents, positionnés selon leurs préférences. Vous ne construisez pas simplement un lit de jardin, vous concevez un paysage. Les résultats des praticiens sont constants. Un jardinier a documenté la récolte de 54 kg de concombres provenant de seulement 2 lits de première année. Les mêmes lits ont produit 42 citrouilles de taille normale. Un autre a suivi chaque euro dépensé et a constaté que les économies réalisées en éliminant les engrais, l'irrigation et les achats de terreau avaient couvert l'intégralité de sa commande de graines 2 fois dès la première année. Nous arrivons maintenant à la question qui explique tout. Si cette méthode est si efficace, si elle ne coûte rien, si elle s'améliore chaque année, si la science la soutient, pourquoi personne ne l'enseigne ?
Pourquoi chaque jardinerie est-elle remplie de kits de bacs surélevés, de sacs de terreau, de bouteilles d'engrais et de systèmes d'irrigation goutte à goutte, mais pas une seule présentation sur la hugelkultur? Suivez l'argent. Un kit standard de bacs surélevés se vend entre 100 et 300 $. Le terreau pour le remplir coûte encore 100 à 200 $. L'engrais revient à 40 à 60 $ par saison. Les kits d'irrigation goutte à goutte coûtent encore 50 à 80 $. Et voici la partie qui en fait un produit parfait. Le bois pourrit, le terreau s'appauvrit, l'engrais se lessive. Chaque composant doit être racheté selon un cycle régulier. Un bac surélevé n'est pas un jardin, c'est un service d'abonnement. La hugelkultur utilise de branches tombées que vous alliez traîner jusqu'au trottoir. Elle utilise des déchets de jardin que vous alliez mettre en sac. Elle utilise des épluchures de cuisine que vous alliez jeter. Elle utilise les feuilles qui s'accumulent chaque automne. Ce sont des matériaux que la plupart des propriétaires considèrent comme des déchets. Beaucoup de gens paient même pour faire enlever exactement ces matériaux. Le foyer américain moyen dépense entre 50 et 200 $ par an pour l'enlèvement des déchets verts. Vous payez littéralement quelqu'un pour emporter les ingrédients du jardin le plus productif que vous cultiverez jamais. Laissez-moi mettre les chiffres complets côte à côte pour que vous puissiez voir à quel point la comparaison est absurde. Un bac surélevé de 1,20 m par 2,40 m sur 10 ans vous coûtera entre 800 et 1500 $ quand vous prenez en compte le remplacement du bois tous les 5 à 6 ans, les amendements annuels du sol, l'engrais et l'irrigation. Un lit de hugelkultur de 1,20 m par 2,40 m sur les mêmes 10 ans coûte de 0 à 50 $, produit des rendements plus élevés, ne nécessite aucun arrosage après la deuxième année, génère sa propre fertilité et continue de s'améliorer quand le bac surélevé a besoin de sa deuxième reconstruction. Si vous construisez 4 bacs surélevés, ce qui représente un modeste jardin d'arrière-cour, vous envisagez 3 000 à 6 000 $ sur une décennie. 4 lits de hugelkultur de la même taille, construits avec des matériaux gratuits, ne vous coûtent rien d'autre qu'un week-end de travail physique. Et ce travail rapporte des dividendes pendant 20 ans. Une méthode qui transforme les déchets en abondance, qui ne nécessite aucun intrant acheté, qui s'améliore au lieu de se dégrader et qui élimine le besoin de chaque produit vendu en jardinerie. Cette méthode n'est pas simplement invendable, c'est une menace pour le modèle économique. Ce qui ne peut pas être vendu doit être oublié, et ce qui est oublié doit être redécouvert par quelqu'un prêt à chercher. En 1962, Hermann Andra regarda le tas de broussailles de sa grand-mère et vit l'avenir. Cette même année, un fermier autrichien de 20 ans commença à construire des buttes de bois sur une pente de montagne que tous les experts disaient sans valeur. 60 ans plus tard, la ferme de Holzer s'étend sur 50 hectares de jardin-forêt avec 70 étangs, produisant de la nourriture à des altitudes où ses voisins ne peuvent pas faire pousser de l'herbe. Il a été verbalisé des centaines de fois. On l'a menacé de saisir ses terres. On l'a menacé de prison. Mais les citrons continuaient de mûrir dans la neige, et le sol continuait de s'enrichir. Et finalement, même les inspecteurs ont troqué leur carnet de contravention contre des appareils photo, car les preuves étaient impossibles à nier. Le champ plat a gagné le XXe siècle, parce que les tracteurs avaient besoin d'un terrain lisse. Après 1920, l'agriculture mécanisée exigeait l'uniformité. Pas de bosse, pas de butte, rien qui puisse ralentir une roue en acier ou bloquer une charrue. Les champs ont été aplanis, les broussailles ont été brûlées, les buttes ont été nivelées. L'ancienne technique a disparu, non pas parce qu'elle avait échoué, mais parce qu'elle ne rentrait pas sur un tapis roulant. Un tracteur peut couvrir un hectare plat en quelques minutes, plantant rang après rang sans interruption. L'efficacité est devenue un jeu de chiffres. Plus de terrain couvert, moins d'obstacles, des rendements plus élevés par heure, et les entreprises d'engrais étaient ravies de combler le vide. Quand vous aplanissez les buttes, vous détruisez les réservoirs. Quand vous détruisez les réservoirs, vous avez besoin d'irrigation. Quand vous brûlez le bois, vous détruisez la fertilité à libération lente. Quand vous détruisez la fertilité, vous avez besoin d'engrais chimiques. Chaque produit que l'industrie du jardinage vend aujourd'hui existe parce que nous avons abandonné le système qui les rendait tous inutiles. Mais vous ne conduisez pas un tracteur dans votre jardin. Vous essayez de cultiver de la nourriture pour votre famille. Et dans ce but, la butte l'emporte. Elle l'emporte depuis des siècles. Nous avons simplement oublié de regarder par terre.
chaque tas de broussailles dans votre jardin, chaque branche tombée après une tempête, chaque bûche qui pourrit derrière la remise, ce ne sont pas des déchets, ce sont 20 ans d'eau, 20 ans de fertilité et 20 ans de récolte qui attendent d'être activés. Votre municipalité peut même vous donner gratuitement des copeaux de bois et des arbres tombés si vous le demandez. Les élagueurs sont souvent désespérés de trouver un endroit où décharger leurs matériaux. Vous résolvez leurs problèmes tout en construisant votre jardin. L'industrie des bacs surélevés ne veut pas que vous sachiez cela. Les entreprises d'engrais ne veulent pas que vous sachiez cela. Votre jardinerie locale avec ses rayons de sacs de terreau, de kits d'irrigation et de bois de construction n'a aucun intérêt financier à vous dire quoi que ce soit de tout cela. Mais maintenant vous savez. La question est simple. Allez-vous continuer à payer pour une boîte en bois qui s'appauvrit chaque année ou allez-vous enterrer quelques bûches, empiler de la terre et construire quelque chose dont vos petits-enfants récolteront encore les fruits? Le sol se souvient de ce que vous lui donnez. Donnez-lui du bois et il vous donne des décennies. Voici une dernière réflexion. En 2009, Sepp Holzer a transmis le Krametterhof à son fils, Joseph. Les buttes que son père avait construites dans les années 1960 produisaient encore. Le sol était plus riche que le jour où il avait été constitué. Les étangs étaient encore pleins. Les citrons poussaient encore. Un jardin construit à partir de déchets et de convictions, lancé par un fermier de 20 ans que tout le monde disait fou, a survécu à chaque amende, chaque menace et chaque expert qui disait que cela ne pouvait pas fonctionner. Le sol ne se soucie pas des permis, des marges bénéficiaires ou de ce que la jardinerie met en avant cette saison. Le sol répond à la biologie, et la biologie est claire. Enterrez du bois, laissez-le pourrir et regardez votre jardin prendre vie. Si cela a changé votre façon de penser le jardinage, partagez-le avec quelqu'un qui est sur le point de dépenser 600 $ pour un bac surélevé. Si vous voulez découvrir d'autres secrets dont l'industrie du jardinage ne parle pas, abonnez-vous. Nous ne faisons que commencer.